Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Antoine Delaporte, bonjour. Nous nous retrouvons quelques jours ou 1 ou 2 semaines après notre dernier entretien, suite à l'actualité politique en Espagne et plus spécifiquement concernant le Parti populaire. Celui-ci organise début avril un congrès extraordinaire après avoir vécu la pire crise interne de son histoire. Peux-tu nous parler un peu de cela et de nous dire quels en étaient les principaux ressorts? Oui, bien sûr. Alors, bonjour Alexandre. Effectivement, on se retrouve assez rapidement après notre dernier échange. Donc, le Parti populaire a effectivement vécu à la fin du mois de février la plus grave crise interne depuis 1989. Hein. Le Parti populaire a été refondé sur la base d'anciens partis de droite en 1989. Cette crise interne, elle découle en fait quelque part d'une guerre d'ego et d'une guerre de pouvoir interne, plus que d'une véritable guerre idéologique. Il y a éventuellement une question de positionnement sur une échelle à droite, mais on restait quand même sur une base idéologique commune. Il faut savoir que depuis l'été dernier, depuis l'été 2021, la présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui est l'une des personnalités à droite les plus populaires et qui avait remporté avec brio les élections régionales de mai 2021 dans sa région, faisait le forcing auprès de la direction nationale du parti pour prendre la présidence du Parti populaire dans la région de Madrid, puisque le Parti populaire, comme le Parti socialiste d'ailleurs, est divisé en différentes fédérations au niveau des régions. Isabel Díaz Ayuso étant la seule présidente de région issue du Parti populaire qui ne préside pas la fédération du parti, pour des raisons un peu plus anciennes qu'il n'est pas forcément nécessaire d'évoquer ici. Et au départ, l'appareil national du parti, et notamment son secrétaire général Théo Garcia Ejea, était plutôt favorable à ce cumul de fonctions, qui est une tradition au Parti populaire. Mais petit à petit, on a senti de la part de Pablo Casado, président désormais sortant du parti, une réticence de plus en plus forte, pour une raison assez simple, c'est que le Parti populaire de la région de Madrid est une fédération qui compte un assez grand nombre de militants, qui détient la région de Madrid, qui détient la ville de Madrid, qui détient un certain nombre de villes moyennes assez importantes. Et donc, ça en fait une fédération assez puissante d'un point de vue financier, bien sûr, mais aussi d'un point de vue électoral. Et le fonctionnement du Parti populaire fait que le président de la fédération peut s'entourer de l'équipe qu'il veut. Quelque part, il a tous les pouvoirs. Et le risque que Pablo Casado sentait, c'était que si Isabel Díaz Ayuso prenait la présidence de la région du Parti populaire de la région de Madrid, eh bien, elle aurait un pouvoir interne très puissant. Elle pourrait former d'abord un contre-pouvoir à Casado dans les années à venir. Et si les élections de 2023 ne ramenaient pas le Parti populaire au pouvoir, elle devenait une forme de recours en ayant disposé de tous les moyens que la fédération peut mettre à sa disposition. Ça, c'est de là qu'on part. On part du mois d'août, du mois de septembre. Et il s'est trouvé que dans le cadre de la pandémie de Covid-19, Isabel Díaz Ayuso a passé un certain nombre de marchés publics pour faire face à la pandémie, et notamment un marché qui a fait un peu de bruit. Alors petit à petit, le bruit est sorti assez récemment, c'est qu'elle a accordé un marché public de fourniture de masques FFP2 à une entreprise d'un de ses amis, et cette entreprise a fait appel aux frères d'Isabel Díaz Ayuso pour aller en Chine, enfin pour négocier avec les Chinois la fourniture de masques FFP2. Et quand Casado a eu vent de cette histoire, via une source qui n'a pas été divulguée, il a en fait essayé de faire pression sur Isabel Díaz Ayuso, c'est-à-dire qu'il a ouvert une enquête interne au sein du Parti populaire, et pour officiellement vérifier s'il n'y avait pas comment on appelle ça, qu'il n'y avait pas de délit, de trafic d'influence, de corruption, etc., ce qui reste quand même un peu comique, parce que le Parti populaire est quand même très marqué par les affaires de corruption et de détournement de fonds. Donc ce côté un peu oiseau blanc, oie blanche, c'était un peu à contre-emploi. Et en ouvrant cette enquête, il a prévenu Isabel Díaz Ayuso, et il y aurait eu, tout ça ce sont ce que racontent les entourages proches, puisqu'on parle de réunions qui se font en tête-à-tête, etc. D'après l'entourage d'Isabel Díaz Ayuso, Casado lui aurait dit: je n'enquête plus sur cette histoire, on n'en parle plus, on ne la fait pas sortir en public, on fait tout pour qu'elle reste secrète. En échange,
tu ne postules pas à la présidence du parti dans la région de Madrid. Bon, sur ce sont arrivées les élections en Castille-Léon et donc tout le monde a mis ça sous le tapis parce qu'il fallait absolument essayer de montrer un parti uni et fort pour faire gagner la Castille-Léon. En Castille-Léon, le parti, on le sait, a gagné, mais avec un résultat enfin, une contre-performance. On en a parlé la dernière fois. Et quelques jours après ces élections, deux journaux de droite ont sorti un scoop. Un proche collaborateur du maire de Madrid, qui est lui aussi du Parti populaire, aurait tenté de faire espionner Isabel Díaz Ayuso et son entourage par une agence de détectives privée, ce qui est remonté aux oreilles d'Isabel Díaz Ayuso. Díaz Ayuso s'est donc sorti sur la place publique. Le parti a nié la tentative d'espionnage, mais a reconnu qu'il enquêtait sur Isabel Díaz Ayuso. Et celle-ci est sortie en trombe dans les médias, accusant nommément Casado et García Egea de lui en vouloir personnellement, parlant d'une attaque extrêmement cruelle, qu'elle ne pouvait pas espérer ça de l'intérieur de son parti. Et Casado est parti dans une forme de fuite en avant, où, ne voulant pas reculer, il a quasiment accusé Isabel Díaz Ayuso à la radio de trafic d'influence, qui est donc quand même une accusation assez gravissime. Tout en reconnaissant qu'il n'avait pas de preuves et que, à tout le moins, c'était moralement condamnable que son frère s'enrichisse via un marché public de la région de Madrid, ce qui en soi n'est pas faux. C'est juste qu'encore une fois, les questions d'éthique et de morale au Parti populaire sont quand même d'habitude une préoccupation assez lointaine. Et alors, plus Casado s'en prenait à Isabel Díaz Ayuso, qui est quand même aujourd'hui le principal actif électoral du parti, plus les cadres du parti, et notamment ce qu'on appelle les barons, donc les présidents des fédérations régionales, dont certains dirigent des gouvernements, ont commencé à se retourner contre Casado en lui demandant au départ la tête de son secrétaire général. C'était: si tu fais tomber García Egea, ok, tu resteras à la tête du parti, on trouve un nouveau modus vivendi. Il faut savoir que Casado a été élu lors d'un congrès avec une majorité assez faible, puisqu'il a obtenu 57% des voix lors du congrès de 2018, alors que le parti n'avait d'habitude avait qu'un seul candidat à la présidentielle. Il y en a eu plusieurs, donc il y a eu des jeux d'alliances internes, etc. Et l'une des premières choses qu'il a faites avec Théo García Egea, son secrétaire général, c'est de couper le maximum de têtes possible de ceux qui avaient soutenu ses opposants. Donc il avait en plus créé beaucoup de tensions au sein du parti, qui est un parti avec ses enjeux de pouvoir, mais où d'habitude on essaie quand même de concilier la vieille garde et la jeune génération. Et là, Casado a vraiment essayé de tuer le maximum possible la vieille garde, et notamment la génération issue de Mariano Rajoy et un peu de José María Aznar. Et donc tout ça, en fait, ça a fait une espèce d'alchimie, et ça a fini évidemment par exploser. Et quand Casado a proposé au président de la région de Galice, Alberto Núñez Feijóo, qui était un peu le meneur naturel de cette fronde interne, quand il lui a dit « Ok, je suis prêt à céder sur García Egea », Feijóo lui a répondu « C'est trop tard. Tu as trop attendu, tu t'es trop enferré dans ton affaire, maintenant tu dois partir ». Casado, considérant qu'il n'avait rien fait de mal, a refusé, et il a réuni le comité de direction, qui est vraiment les cadres les plus importants du parti, qu'il a choisi personnellement. Et ce comité de direction, en fait, il s'est rendu compte que même parmi ses plus proches, il n'avait plus d'unanimité derrière lui. Il s'est retrouvé ensuite dans une réunion nocturne avec les barons du parti, qui lui ont demandé de partir. Et lui, se considérant dans son bon droit, a accepté de convoquer ce fameux congrès extraordinaire qui aura donc lieu les 1er et 2 avril à Séville, et dans le même temps, reconnaître publiquement qu'il ne serait pas candidat à ce congrès. En fait, il a négocié quelque part une forme de sortie un peu digne, c'est-à-dire ne pas démissionner et quitter le siège du parti à 1h du matin après une réunion très longue, mais avoir le temps de convoquer ce congrès, de pouvoir faire un discours devant le comité directeur qui convoque le congrès, puis devant le congrès ensuite, obtenir une sortie un peu digne. Alors, lui aura une sortie plus digne, visiblement, que son ancien secrétaire général, Théo García Egea. Le parti a promis qu'il ne l'effacerait pas de son histoire, mais il ne sera pas quand même forcément très bien traité. Voilà, les ressorts à la base sont vraiment cette guerre d'ego qui dégénère ensuite en guerre interne. Et la dernière fois qu'on s'était vu, je t'avais dit, je ne prédis pas l'avenir, mais je pense que les deux, on ne pourra pas sortir de cette situation avec les deux dans leurs fonctions. Voilà, la situation s'est résolue au détriment de Pablo Casado.
Merci Antoine. Justement, alors que le PP, enfin, le Parti populaire est une organisation, est connu pour être une organisation verticale et très centralisée, comment expliques-tu qu'il ait pu sombrer dans un tel affrontement et comment pourrait-il en sortir? Alors effectivement, hein, le Parti populaire, si je refais un tout petit peu d'histoire, je me permets, le Parti populaire, c'est l'héritier d'Alliance populaire, qui a été le parti fondé par 7 anciens ministres de Franco au moment de la transition démocratique. Et l'Alliance populaire devient le Parti populaire en 1989 sur une stratégie de Manuel Fraga, qui était ministre de Franco, d'agglutiner toute la droite et le centre droit dans un seul parti. La particularité, c'est que Fraga construit un parti, non pas franquiste, et je ne veux surtout pas dire ça, mais un parti qui reste quand même marqué par cette verticalité, cette centralisation, presque ce culte du chef, c'est-à-dire que toute l'organisation est structurée par le chef et pour le chef pour qu'il accède au pouvoir et qu'il amène ensuite avec lui évidemment tous les cadres au pouvoir. Mais vraiment, c'est ça le fonctionnement du Parti populaire. C'est donc un parti qui, même s'il peut avoir des courants idéologiques, puisqu'il rassemble en principe des sociolibéraux, des libéraux, des démocrates chrétiens, des conservateurs, des catholiques traditionnalistes, des intégristes, des nationalistes espagnols, normalement, même si ces courants existent, ils ne sont pas aussi structurés qu'ils ont pu l'être, par exemple, au sein du Parti socialiste à une certaine époque. C'est vraiment, en principe, de l'extérieur, c'est un bloc monolithique. Ce qu'il s'est passé, effectivement, c'est que, j'en parlais tout à l'heure, au congrès de 2018, pour la première fois, il y a eu plusieurs candidats. Le Parti populaire n'est pas un parti habitué à la pluralité, en fait, dans ses débats internes. Son projet politique est toujours voté à la quasi-unanimité lors des congrès, et entre le congrès de 1989 et le congrès de 2018, il n'y avait toujours qu'un seul candidat à la présidence du parti, et il faisait entre 85 et 99% des voix selon les congrès. Donc c'était vraiment cette organisation. Le départ de Mariano Rajoy, qui a refusé de désigner un successeur en 2018 et qui a laissé en fait libre cours à cette diversité de candidatures qui n'étaient pas idéologiquement, encore une fois, si différentes les unes des autres, a créé finalement des écuries, des équipes. Et celle qui est arrivée à la tête du parti, celle de Pablo Casado, a décidé, comme j'expliquais tout à l'heure, de couper les têtes et de faire sortir notamment tous les soutiens de sa principale opposante, Soraya Sáenz de Santa Maria, qui était l'une des très proches de Rajoy, et derrière une partie de la génération Rajoy, une partie de la génération Aznar. Donc, c'est ça qui explique finalement que cette guerre soit intervenue, c'est qu'à partir du moment où Pablo Casado a rompu l'unité du parti en cherchant notamment au niveau des provinces à mettre en place uniquement des proches qui lui seraient parfaitement fidèles, où il a expurgé le groupe parlementaire lors des élections de 2019 avec une violence assez certaine pour mettre des personnalités de la société civile ou encore une fois des personnes qui lui étaient très proches. Il a semé les germes de la division au sein du parti, l'effondrement du parti en Catalogne, le mauvais résultat en Castille et Léon, le fait qu'il n'ait pas été en mesure aux élections de 2019 de reconquérir le grand fief de la région de Valence, etc., fait qu'il y avait il y avait beaucoup de difficultés qui s'étaient accumulées et il s'est produit en fait un événement assez étonnant, c'est que comme le parti est très centralisé, les dirigeants régionaux ont une place, mais ils ont une place qui est normalement relativement mineure. Si on remonte un peu dans l'histoire, au congrès de 2008, la présidente de la région de Madrid, Esperanza Aguirre, a voulu faire tomber Mariano Rajoy. Bon, tout ce qu'elle a obtenu, c'est un record de vote blanc pour l'élection de la présidence, mais elle n'a jamais pu structurer une candidature face à Rajoy parce que l'appareil était trop monolithique derrière son président. Là, les présidents régionaux, alors emmenés par donc le Galicien Alberto Núñez Feijóo et par l'Andalou Juanma Moreno, ont structuré en fait finalement une opposition interne, mais cette opposition elle est montée des régions avant d'atteindre la direction du parti puis le groupe parlementaire. Et ça, c'est vraiment une rupture majeure et historique dans le fonctionnement du parti. Le parti s'est baronisé, si je peux dire ça comme ça. Il s'appuie beaucoup plus sur ces barons qui auront. Le parti risque de se décentraliser beaucoup plus à l'avenir, ce qui est donc un fonctionnement beaucoup plus proche du Parti socialiste. Et là, on ne peut pas trop savoir ce que ça va donner parce que ça s'est jamais vraiment fait comme ça. Enfin, il y a encore très récemment où c'est la direction du parti qui choisissait les présidents régionaux dans certains territoires. Est-ce que demain ce sera le cas? On n'en est plus sûr aujourd'hui. Et cette autonomisation des fédérations régionales
elle est quasiment actée puisque Alberto Núñez Feijóo, le Galicien, sera bien candidat à la présidence du Parti populaire. Il l'a annoncé le 2 mars, avec le soutien unanime du PP de Galice, et il aura le soutien unanime de tous les barons. Alors, être candidat à la présidence du parti dans les statuts, c'est pas très compliqué, mais on sait très bien que dans la réalité, il fera un score absolument canon et il sera le seul candidat sérieux et de poids à la présidence du parti. Et il impulsera sans doute des changements majeurs. Mais voilà, en tout cas, cette déverticalisation du parti, ce fonctionnement plus collectif, où c'est un groupe de barons qui fait chuter Pablo Casado, c'est vraiment un changement profond dans l'histoire du PP. Il s'agit même d'une rupture, quoi. Enfin, c'est justement, merci pour cette, comme à chaque fois, cette riche analyse, hein, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Quelle perspective politique électorale à court et moyen terme peut-on envisager? Alors, à droite, le PP, enfin, Parti populaire, mais aussi Vox. Est-ce que Alors, Vox peut tirer son épingle du jeu, entre guillemets? bien sûr, alors effectivement, pour le moment, les sondages qui sortent dans la période actuelle, hein, la période du mois de février, ont montré un recul du Parti populaire au profit de Vox. Il y a même quelques 3 ou 4 sondages qui ont mis Vox devant le Parti populaire. Alors, de pas grand-chose, de 1 point et demi, mais c'est symbolique à 2 titres, parce que quand Casado est arrivé à la tête du PP en 2018, le parti oscillait entre la 2e et la 3e place. Le PSOE était premier, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc le PP était soit 2e, soit 3e en concurrence avec Ciudadanos. Donc là, il retrouve cette espèce de position 2e, 3e, ce qui veut dire que tout le capital accumulé depuis 4 ans a été perdu en à peine une semaine. Et Vox n'a jamais été donné 2e, il n'avait jamais été donné aussi haut dans les sondages. Donc il y a effectivement, pour le moment, une partie de l'électorat de droite qui fuit cette espèce de guerre des égaux au profit d'un parti, Vox, qui fonctionne globalement comme le PP de l'époque, extrêmement vertical et centralisé autour d'un petit noyau dur conduit par le chef du parti. Ça, c'est la perspective plutôt électorale. Politiquement, on va avoir un vrai changement à la tête du parti, puisque Alberto Núñez Feijóo, alors qui est tout à fait un homme de droite, libéral, conservateur, qui a privatisé le système de santé en Galice, qui avait baissé les investissements publics dans ce domaine jusqu'à la pandémie, menant les politiques très classiques du Parti populaire. Alberto Núñez Feijóo se présente, c'est un Galicien de 60 ans, il se présente comme une figure plutôt technocratique, un bon gestionnaire, la vieille formule de droit, un gestionnaire en bon père de famille, un technocrate un peu affable, qui se donne des images de centriste, modéré, très institutionnel, très loin des coups d'éclat, des formules choc, de la petite phrase. C'est pas du tout sa manière d'être. En privé, voilà, je ne sais pas, mais en public, en tout cas, il donne vraiment cette image d'homme de droite, sérieux, institutionnel, très responsable. Alors, la particularité, c'est qu'il arrive à la tête du Parti populaire dans un moment qui n'est ni très institutionnel, ni très modéré, ni très responsable. Enfin, on sort de 4 ans d'une opposition. J'ai revu récemment une vidéo de 2019 où, en moins de 3 minutes, Pablo Casado profère pas loin d'une vingtaine de qualificatifs dégradants, voire d'insultes, à Pedro Sanchez. Il le traite de squatteur, d'illégitime, de félon, de traître. Enfin, il y avait une virulence verbale. Donc le premier vrai changement, ce sera ça, c'est que Feijóo est très loin de cette manière de faire, donc ça va redescendre, ça va redescendre en tension, ce qui permettra aussi au PP et au PSOE peut-être de retrouver la capacité d'avoir des accords. Il y a une tradition dans le bipartisme imparfait espagnol, c'est que les 2 grands partis s'opposent idéologiquement, et c'est bien normal, mais sur ce qu'on appelle les affaires de l'État, les renouvellements des institutions, la question de la diplomatie, de la défense, de la sécurité, il doit y avoir une capacité à transcender les clivages. Et aujourd'hui, le PSOE et le Pedro Sanchez sont en espoir de retrouver cette capacité de dialogue. Et Feijóo lui-même a dit dans son discours de candidature: je ne me présente pas à la présidence du PP pour insulter Pedro Sanchez, mais pour le vaincre. Donc, on revient finalement dans une arène électorale plus classique, avec un PP effectivement sans doute plus classique, peut-être plus dans l'image du José María Aznar des débuts, donc des années 90, avec vraiment ce côté
libéral, conservateur. Alors, Aznar pouvait être virulent, mais il avait un côté un peu centriste, autonomiste. Vraiment, il n'était pas du tout pas comme cette posture qu'il a eu plutôt à la fin de ses mandats, quand il a fait la guerre d'Irak, quand il s'est opposé au statut d'autonomie de la Catalogne, etc. On a l'impression de retrouver ce PP d'il y a presque 30 ans. Et la particularité, c'est qu'on n'est plus il y a 30 ans. Et Vox aujourd'hui est effectivement une menace. Et le PSOE pourrait en tirer profit de manière indirecte. Si Vox devait se maintenir haut dans les sondages, le PSOE pourrait profiter d'un effet refuge de la part d'un électorat centriste. C'est-à-dire, si je remonte un peu le temps, quand Podemos aux élections de 2015 était donné devant le PSOE, il y a eu un réflexe refuge de l'électorat centriste vers le PP de Mariano Rajoy, qui a fait un score bien plus élevé que ce que les sondages ne prédisaient, parce qu'il y a eu une crainte finalement que un bon score du PSOE, un bon score de Podemos face à un gouvernement de gauche très radical, etc. Et donc là, on pourrait avoir une sorte d'effet miroir, c'est-à-dire que l'électorat modéré viendrait voter Sanchez, non pas par conviction, mais pour éviter qu'il y ait un gouvernement où l'extrême droite pèserait extrêmement lourd. Mais je le rappelle, les élections ont lieu normalement en novembre-décembre 2023 et Sanchez a confirmé à de nombreuses reprises qu'il n'avait absolument pas l'intention d'avancer les élections. Et de toute façon, quand on voit les sondages aujourd'hui, il n'en a pas intérêt puisque Vox, PP, Ciudadanos, ça ne fait pas une majorité. Mais la majorité actuelle qui soutient Sanchez n'a plus de majorité non plus. En fait, elle dépendrait des indépendantistes catalans qui sont radicaux, donc ceux de Carles Puigdemont. Et en l'espèce, il n'y aurait pas de majorité au Congrès, le pays serait ingouvernable. Donc Sanchez n'a pas intérêt d'aller aux élections. Et voilà, on va sans doute se retrouver avec un parti populaire qui va presque effacer les 4 années qui viennent de passer. Le président du comité d'organisation du Congrès, qui est un eurodéputé, Esteban González Pons, disait qu'il n'est pas question de refonder le parti, mais il est simplement question de le relancer, prenant l'image de quand vous avez un ordinateur qui ne fonctionne plus, vous le débranchez, vous le rebranchez. Là, c'est la même idée. Donc on a bien quand même un parti populaire qui va presque effacer les 4 années de Pablo Casado pour essayer de repartir de là où il en était, donc sur une posture libérale, conservatrice, constitutionnaliste, très affirmée, mais avec un ton, en tout cas, qui sera beaucoup plus bas. Merci Antoine. Si tu te permets, c'était pas une petite question, c'est au vu de l'actualité, est-ce que par rapport à ce qui se passe un peu plus à l'est en Ukraine, est-ce que le positionnement des principaux partis, donc PSOE, Podemos, Vox et Parti populaire, leur réaction, leur positionnement, enfin, est-ce qu'il y avait aussi comme en France, voilà, pour dire vite, plutôt RN, Zemmour pro-Poutine, enfin là je caricature, mais voilà, et Mélenchon, enfin, dis-nous un peu en quelques mots. Alors, il y a eu un débat donc, au Parlement le 2 mars, au Parlement espagnol, où Sanchez a annoncé l'envoi de matériel offensif. C'est une rupture avec la prise de position qu'il avait précédemment. Le PSOE, qui est un parti clairement europhile et atlantiste, il ne faut pas le nier, était favorable donc effectivement à un soutien militaire au gouvernement ukrainien, enfin matériellement parlant, bien évidemment. Unidas Podemos était beaucoup plus réservé parce qu'Unidas Podemos, c'est la fusion de 2 forces qui sont dans une position beaucoup plus anti-impérialiste, puisque la partie Podemos comprend un certain nombre de militants qui étaient dans les manifestations anti-guerre d'Irak de 2003. Alors, le PSOE était contre la guerre en Irak également, mais voilà, le no à la guerra qui avait réuni des centaines de milliers de personnes dans les rues de Madrid reste encore aujourd'hui une référence pour une partie de la gauche radicale. Et l'autre partie de la coalition, Izquierda Unida, Gauche Unie, a été formée au moment du référendum de 1986 qui portait sur le maintien dans l'OTAN. Et le PSOE appelait à voter pour le maintien dans l'OTAN, là où Izquierda Unida appelait évidemment à voter contre. Donc il y a cette vieille histoire. Et d'ailleurs, on a vu au tout début du conflit, la branche madrilène de Izquierda Unida appelait à manifester avec le slogan « Non à la guerre, non à l'OTAN ». Donc on était encore quand même dans cette espèce de lecture. Mais il s'est passé qu'en fait Sanchez a discuté avec Yolanda Díaz, qui est donc la chef de file d'Unidas Podemos au gouvernement, et ils se sont mis d'accord sur le fait qu'au départ, c'était l'Espagne n'enverra pas d'armement autrement que via l'Union européenne. Là, l'idée a l'air de dire on passera par la facilité européenne de paix dont Ursula von der Leyen a parlé, mais aussi on fera notre propre envoi d'armement.
Et Yolanda Díaz est d'accord, Podemos ne l'est pas. Donc en plus, on peut avoir une rupture au sein d'Unidas Podemos sur cette question. Le Parti populaire soutient le gouvernement tant qu'il est dans cette posture de coordination européenne et de soutien militaire et humanitaire au gouvernement ukrainien, tout en profitant bien évidemment pour taper assez sévèrement, pour pilonner Unidas Podemos, et reprochant à Sanchez de faire coalition avec ce parti qui a obligé le gouvernement à tergiverser sur la question. Vox, qui effectivement est plutôt un parti qui pourrait céder aux sirènes autoritaires poutiniennes, et par contre dans une forme de discours, comme d'ailleurs une partie de l'aile radicale du Parti populaire, qui est en fait de dire que Poutine, la Russie serait encore communiste quand même, et comme la Russie serait encore communiste, eh ben, il y a des traîtres au gouvernement puisque Podemos c'est des communistes. Mais voilà un peu la posture quand même qui est celle des principaux partis. Mais Podemos, de manière assez intéressante, s'est retrouvé isolé au sein de la gauche, puisque par exemple la gauche républicaine de Catalogne a soutenu l'idée d'envoyer des armes au gouvernement. Il faut savoir que certains analystes politiques, plutôt de droite, il faut quand même le reconnaître, font remarquer que Unidas Podemos, c'est donc le lointain héritier du Parti communiste espagnol, et ils aiment bien rappeler dans l'imaginaire collectif la guerre civile et le fait que finalement les grandes puissances n'avaient pas soutenu le gouvernement républicain là où les grandes puissances fascistes soutenaient les franquistes. Et certains font remarquer que c'est quand même assez étonnant venant des héritiers du Parti communiste qu'ils s'opposent à l'envoi d'armes à une démocratie. L'Ukraine est une démocratie imparfaite, mais elle est plus démocratique que la Russie. Donc à une démocratie attaquée par un régime autoritaire. Donc voilà, il y a un peu de tout ça, mais dans l'ensemble, le gouvernement de toute façon tiendra bon, parce que comme je le disais tout à l'heure, personne n'a intérêt à ce qu'il se brise et à ce que des élections soient convoquées. Bien, Antoine, mille merci pour tous ces éclaircissements, et je pense qu'on aura d'autres occasions d'ici peu ou d'ici un peu plus de temps pour nous éclairer sur la situation politique en Espagne. Un grand merci, Antoine, et à bientôt. Merci à toi, Alexandre. À bientôt. Au revoir. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.